et bienvenue dans cette table ronde de la QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site de QUnit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Oui, et il y a même par exemple aujourd'hui d'autres manières de faire les choses, par exemple la partie reliability qui aussi résonne énormément. Avant, il y avait tout ce qui est SRE. Maintenant, il y a aussi les CRE. Je ne sais pas si vous avez également entendu parler de ce métier, mais c'est un métier qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait faire sur la partie shift left pour la QA. Donc, c'est toute la partie observabilité. Et l'idée derrière, donc c'est ce fameux CRE, c'est plus System Reliability Engineering, mais plutôt Customers Reliability Engineering. Donc, comment on s'assure que toute la partie autour de l'utilisateur, elle est fiable, elle est robuste, elle est durable sur le temps. Et donc, du coup, là-dessus, en fait, pour moi, c'est comme ça, par deux nouvelles missions, et par surtout cette nomenclature de poste, qu'on va pouvoir changer un petit peu la vision que ce métier pourrait donner aux autres départements ou même en général. Alors, c'est Site Reliability, pas système. Mais effectivement, la VOC, la Voice of the Customer, est cruciale. On est entièrement d'accord avec toi. Moi, je vais me hasarder à une analyse. Je pense que la façon dont on développait du logiciel traditionnellement avec des cycles longs faisait qu'effectivement, il y avait une phase de test, qu'il y avait des testeurs. Ensuite, il y a eu une évolution due au cadre agile, Lean, DevOps, qui fait qu'effectivement, les choses se sont accélérées. Et que du coup, les testeurs, si tu livres 50 fois par jour, c'est compliqué pour eux de dire attendez une semaine que je teste le truc. Donc forcément, on a encore, à mon avis, besoin de testeurs. On est tous des testeurs en puissance, mais surtout, la qualité comme responsabilité partagée par tous, elle s'impose. Parce que on ne peut pas faire tester son boulot par quelqu'un d'autre. On peut, donc on a besoin de faire prendre conscience à tout le monde que l'inspection elle est nécessaire, mais que si on trouve un bug et qu'il n'y a personne pour le corriger, la qualité elle reste la même. Donc et on passe de ça à plutôt que de s'apercevoir tard qu'on a un problème avec le produit, on va essayer de pas créer le problème dans un premier temps et du coup de raccourcir le feedback et toutes les pratiques de pair, par exemple, qui était un truc qu'on voyait pas du tout avant, se démocratisent vachement. En fait, désolé pour le bruit. Le plus gros problème, moi j'ai travaillé 6 mois comme testeur en plein milieu de ma carrière. Après avoir managé les équipes de dev, je me suis retrouvé testeur parce que j'habitais en Chine et c'est le seul boulot dans l'IT que j'avais trouvé à ce moment-là. J'étais parti avec des a priori, hein. C'est pas un truc que j'avais forcément envie de faire, mais je me disais pourquoi pas. Et ça m'a appris énormément effectivement sur la partie test, mais sur le fait que en fait, filer un travail mal fait à quelqu'un d'autre, pour moi, ça m'inspire un sentiment de honte en tant que développeur. Et malheureusement, ce sentiment de honte chez les développeurs, je ne le vois pas chez tous les développeurs. Les développeurs qui trouvent ça normal. De balancer de la merde, en fait, c'est ça. De balancer, c'est ça, over the wall, un truc dégoûtant. Parce que c'est aussi l'écosystème, Olivier, dans lequel ils sont, dans lequel ils baignent aussi, qui les amène à un moment donné à dire moi je suis développeur pour bouffer, parce que finalement quel est l'intérêt, parce que si je veux faire des choses correctes, propres,
Finalement, on me dit, bah non, faut que t'ailles plus vite et on s'en fout, quoi. Il y a ça, effectivement. Il y a eu souvent ce discours-là, en tout cas, je pense qu'il existe encore, malheureusement. Et du coup, tu as un biais cognitif qui est plus ou moins installé de, bah, de toute façon, on peut se permettre de faire de la merde, puisque de toute façon, on s'en fout, quoi. Effectivement. Mais là-dessus, excusez-moi, mais moi là-dessus, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est à l'ingénieur assurance qualité de faire les tests? Est-ce que c'est lui le testeur ou est-ce que c'est pas forcément de ses missions? Moi, c'est des questions que je me pose assez souvent et je pense que la réponse réside aussi par là, responsabiliser un peu les autres départements. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis pas convaincue que tester est de le rôle de la QA. Ce qu'on a mis en place chez Mano Mano, c'est tout jeune, hein, ça date de novembre. On a acté et annoncé au niveau de la boîte qu'il n'y avait plus de testeurs. Il n'y a pas des jobs de testeurs chez Mano Mano, ça n'existe plus. Il y en avait avant. Et chaque équipe produit est responsable de la qualité de leur production. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est la responsabilité. Moi, j'ai vu beaucoup d'équipes se défausser en termes de qualité. Ah oui, on a un gros incident en prod. Oh là là, mais qu'est-ce que la QA a mal testé. C'est la faute de l'autre équipe qui n'est pas là, en fait. Exactement. Et ça, je l'ai vu dans des réunions post-mortem. Je l'ai vu tellement de fois que c'est devenu assez amusant à force. Donc, on a décidé de mettre la HOLA. Et donc, maintenant, la responsabilité est clairement sur les équipes. Et nous, en tant qu'équipe qualité, on est là pour les accompagner en amont sur la façon de travailler. Et en fait, j'ai envie de dire, si on a quelque chose à tester, c'est pas des code base, ce qu'on doit tester, ni des produits finis, c'est la manière dont les gens travaillent. C'est plutôt ça qu'on doit tester. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour que les gens puissent, au-delà de la responsabilité, être actifs vis-à-vis de leur qualité? Alors déjà, on a mis en place un système de tracking. Alors c'est très très réactif. On a construit un système de tracking des anomalies de production. On est vraiment très très loin dans la chaîne. Et ensuite, on essaie de remonter un peu la pente. De se dire, ok, vous avez beaucoup de défects. Déjà, il faut les corriger. Ça, on a beaucoup de mal. Parce que des équipes qui ne sont pas habituées à travailler en dehors de leurs nouvelles fonctionnalités pour atteindre leur sprint goal et tout. Déjà, ça les fait sortir de leur zone de confort, d'avoir d'autres trucs à traiter. Et ensuite, la deuxième étape, c'est, OK, maintenant, vous avez beaucoup de défauts. En plus de les traiter vite, maintenant, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'en avoir moins, d'en créer moins? Ouais, mais OK, vous êtes sympa, mais comment on en crée moins? Et bien déjà, peut-être en travaillant mieux sur la définition des user stories, sur la définition des critères d'acceptation par différentes techniques, example mapping et autres, je ne vais pas vous apprendre. Et il y a de la résistance, il y a beaucoup de résistance. Ouais, mais on n'a pas le temps, blablabla. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, notre stratégie, c'est de travailler en priorité avec les équipes qui sont volontaires, qui sont déjà remises en question, qui demandent expressément de l'accompagnement. C'est ces équipes-là qu'on va aider. Et ensuite, on utilise ces success stories pour montrer aux autres équipes que vous voyez, grâce à la mise en place de la méthodologie BDD, cette équipe a réduit son nombre de défects de 20%, par exemple. Je sais pas. Et c'est très bon. Et tu as essayé la notion c'est dans la SRE où Google parle de notion de error budget. C'est une notion que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, ça remet un petit peu les choses à leur place. Grosso modo, OK, faire réduire la quantité de bugs, bien sûr, ça le client est bénéficiaire, mais il se passe aussi qu'en fait, lorsqu'on regarde le problème en amont, les développeurs viennent introduire, bien malgré eux, de la dette technique qui, bien sûr, lorsqu'il s'agit de corriger un bug, rend encore plus compliqué la correction. Et là, en fait, quand on épluche un petit peu le fonctionnement de presque d'une équipe Scrum, si on parle bien sûr d'un contexte purement agile, c'est le product owner qui est responsable de cette dette technique, en fait. Il est le accountable, tandis que les développeurs sont responsible. C'est la grosse différence. Ce qui fait qu'en fait, bien souvent, quand le développeur dit j'ai pas le temps, c'est parce qu'en fait, il subit la pression du gars là-haut, quelque part, quoi. Et du coup, en fait, le fait de dire au product owner, voilà, tu as le droit d'envoyer de l'Adobe en production, parce que parfois on n'a pas le choix, il faut corriger, faire un bug fix rapide ou autre. Mais en même temps, du coup, tu sais que tu introduis avec ce correctif qui est fait à la one again, des problèmes qui vont avec, qui du coup seront encore plus compliqués.
Et du coup, en fait, ce que j'ai trouvé élégant en fait, dans cette formulation de la notion de error budget de SRE en question, c'est que pour le coup, parce qu'il y a la notion de finance implicite qui est en fait payée directement sur le fait que plus on introduit de la dette technique, plus ce sera long de rajouter des fonctionnalités. C'est donc bien quelque part au PO de dire, OK, là, ce coup-ci, on va essayer de réduire cette dette technique et faire en sorte à ce que ce bug fixe qui a été fait à l'arrache, on puisse se donner le temps de faire une route d'analyse et essayer de... Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage de temps vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site QAunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!